Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Vision Her. Aujourd'hui, le sujet va être un petit peu technique. En tout cas, c'est ce que je me suis dit lorsque j'ai fait mes recherches. Donc j'espère que j'aurai réussi à rendre ça compréhensible, intelligible. Donc n'hésitez pas à faire des retours à ce propos-là. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va traiter d'un sujet devenu malheureusement central ces derniers temps, la violence numérique dirigée contre les femmes. Ça on le voit notamment chez les femmes, par exemple streameuses, influenceuses, qui se reçoivent pelle et pelle de commentaires injurieux, sexistes, misogynes. Donc c'est pas seulement du trolling ou des commentaires méchants, il s'agit d'un continuum de violences qui prennent des formes nouvelles grâce à la technologie et qui ont des conséquences très réelles sur la sécurité, la santé mentale et la vie professionnelle, la liberté d'expression des femmes. Mais qu'est-ce qu'on appelle violence numérique ? On parle souvent de Technology Facilitated Gender-Based Violence, donc TFGBV. Mais c'est hyper long, on va juste dire les violences numériques. Mais tout ça, ce sont toutes les formes de violence basées sur le genre qui sont rendues possibles ou amplifiées par les technologies. Réseaux sociaux, applications de messagerie, outils de création d'images, GPS, objets connectés, etc. En gros, toutes les violences qui sont permises via les nouvelles technologies. Elles incluent entre autres le harcèlement en ligne, le doxing, la surveillance numérique, le partage non consenti d'images intimes, la sextortion, les deepfakes, les campagnes coordonnées de haine ou d'intimidation. Globalement, ça concerne énormément de violences possibles et imaginables. Donc, on va mettre en avant quelques chiffres et constats pour qu'on puisse bien ensemble mesurer l'ampleur de ce phénomène. Donc, les enquêtes montrent que les femmes, en particulier les femmes jeunes, les femmes journalistes, militantes, issues de minorités, elles subissent des niveaux très élevés de harcèlement et de menaces en ligne, avec des taux parfois très alarmants selon le groupe étudié. Par exemple, une enquête de l'UNESCO, ICFJ, a montré que 73% des femmes journalistes avaient subi de la violence en ligne dans l'exercice de leur métier, ce qui est un nombre énorme. Les enquêtes grand public montrent aussi que les femmes sont plus exposées aux formes sexuelles du harcèlement en ligne. Harcèlement sexuel, diffusion d'images intimes, et que les jeunes femmes sont particulièrement touchées. Les études et revues scientifiques récentes viennent insister sur la montée de ces phénomènes, ainsi que leur diversité, et aussi sur le fait que les effets y sont souvent similaires à ceux de la violence physique, traumatisme, isolement, autocensure, retombées économiques. Mais comment se manifestent concrètement ces violences ? Donc on l'a déjà évoqué, mais il y a le partage non consenti d'images intimes, revenge porn par exemple, la publication d'images privées pour humilier, faire chanter, contrôler, et parfois utilisées par des ex-partenaires ou des tiers. La sextortion, donc la menace de diffusion d'images privées pour obtenir de l'argent, du sexe ou de la soumission. Le doxing, donc c'est la publication d'informations personnelles, donc la diffusion des adresses, des numéros, des photos et données familiales publiées pour harceler ou faciliter des attaques hors ligne. Il y a également des menaces de viol, de mort, des insultes sexuelles et misogynes, des campagnes coordonnées, souvent massives, parfois accompagnées de récits mensongers, des deepfakes, des montages qui viennent écraser, qui viennent viser en tout cas à écraser la personne publiquement. Et des enquêtes montrent qu'en plus d'être fréquentes, ces attaques elles ciblent de manière disproportionnée les femmes de couleur et les femmes publiques. Il y a aussi une surveillance et un contrôle via la technologie. Le GPS, les apps de rencontre, l'usurpation d'identité, l'écoute à distance. Tout ça, ce sont des formes numériques de la coercition et du contrôle conjugal. Et finalement, les fameuses deepfakes et IA, c'est-à-dire la création d'images, de vidéos truquées, donc la nudification, le montage pornographique, pour humilier et faire chanter. L'amélioration des IA et des deepfakes, c'est un cas assez récent qui est en forte augmentation. Il y a beaucoup de deepfakes qui sont à visée sexuelle, malheureusement. Mais du coup, qui sont les auteurs ? Leur profil, leur motivation ? Les recherches, elles montrent une diversité d'auteurs et d'autrices et des configurations. Ça peut être souvent les partenaires ou ex-partenaires intimes. C'est très fréquent dans les cas de surveillance, d'images partagées ou de chantage. La technologie devient un outil de prolongement de la violence domestique.
Ça peut être des personnes du cercle connu, du cercle professionnel. Le harcèlement par collègue ou réseau. Par exemple, des campagnes de harcèlement de groupes professionnels. Ça peut être des trolls, des inconnus, des brigades coordonnées. Des comptes anonymes, des botnets, des campagnes organisées visant à noyer la cible d'insultes et de menaces. Ça peut être aussi des groupes idéologiques. Des communautés en ligne qui normalisent la haine anti-femme et parfois appellent à l'action. Elles fournissent une idéologie et un cadre de justification. Les chercheurs montrent que ces espaces favorisent la radicalisation misogyne. Ça peut être aussi des acteurs étatiques ou liés à des intérêts politiques. Dans des contextes d'autoritarisme, les femmes journalistes, militantes ou opposantes, peuvent être ciblées par des campagnes coordonnées, parfois utilisées pour faire taire la dissidence. Mais pourquoi ce comportement il se développe ? Il n'y a pas une seule cause, c'est un enchevêtrement de facteurs socio-culturels, psychologiques et techniques. Il y a une culture et des rapports de genre, une misogynie structurelle, des masculinités hégémoniques. La violence numérique, elle s'inscrit dans des rapports de pouvoir existants. Préjugés, domination masculine, dévalorisation des voix féminines. Les travaux sur les masculinités et la violence expliquent que certains actes témoignent d'une volonté de réaffirmer un ordre patriarcal. Il y a aussi un effet de désinhibition en ligne. Quand on est anonyme, ça facilite justement des comportements que ces personnes n'auraient pas en face à face. Il y a aussi la radicalisation de niches en ligne, des espaces fermés, forums, chans, certains réseaux sociaux, où la haine elle est normalisée et valorisée, et ça vient favoriser l'endoctrinement et la coordination d'attaques. Il y a aussi la conception de plateformes qui sont virales, il y a une récompense de l'engagement, une faible modération, un anonymat partiel, des barrières au signalement, enfin tout ça, ça fait en sorte que toutes ces attaques-là ne sont pas bloquées, ne sont pas parées par une réglementation stricte autour de la violence. Il y a aussi des impunités juridiques et une faiblesse de la réponse institutionnelle. Quand signaler, ça n'aboutit pas. Quand l'absence de sanctions encourage les récidives, ça c'est un facteur structurel majeur. Les études et rapports plaident pour une réponse juridique plus adaptée. Maintenant, quelles sont les conséquences réelles liées à la violence numérique ? Tout d'abord, la santé mentale. Cela peut provoquer de l'anxiété, de la dépression, une peur chronique, des troubles du sommeil, des symptômes du stress post-traumatique, des idées suicidaires, dans les cas les plus extrêmes. Il y a aussi le silence et l'autocensure, un effet politique majeur. Les femmes, surtout influentes, se retirent des débats publics ou modèrent leur expression par peur des représailles. C'est le cas de l'influenceuse qui avait repris le concept d'Abrèche Frères, donc qui s'est intitulé Abrècheur, qui a décidé d'arrêter de militer parce qu'elle s'en prenait plein de harcèlement de partout, elle s'en prenait plein la tête, des menaces de viol, du chantage, enfin tout ce qui a été mentionné plus tôt de la violence numérique. De ce fait, elle s'est retirée. Il y a aussi des conséquences économiques, perte d'emploi, retrait de candidature, coût de gestion de crise, baisse des opportunités. Et aussi un risque d'escalade hors ligne. Les menaces en ligne, elles peuvent aussi déboucher sur des violences physiques. En fait, la frontière online et offline, elle est très poreuse. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc tout d'abord, des mesures individuelles pour les victimes, des conseils pratiques immédiats. Les encourager à collecter des preuves, donc des captures d'écran, des copies d'emails, conserver les métadonnées, ne pas répondre, sécuriser les comptes, utiliser des outils d'aide à la suppression d'images, contacter des structures d'accompagnement. Ensuite, il y a des mesures techniques et industrielles, donc le rôle des plateformes. Améliorer la modération et la transparence et un design sécurisé. Il faut aussi des mesures juridiques avec une criminalisation et une adaptation du droit. Il y a plusieurs régions qui renforcent les cadres juridiques contre la diffusion non consentie d'images. La nécessité d'une formation des forces de l'ordre et des magistrats pour traiter ces cas avec une sensibilité et une efficacité. Et finalement, une prévention, une éducation et une transformation culturelle. Il faut éduquer dès l'école sur le consentement numérique, la notion de vie privée et l'empathie numérique. Des programmes de travail avec les garçons, jeunes hommes sur la masculinité, le respect, la gestion de la frustration, et aussi un soutien aux voix vulnérables, donc les femmes, les militantes, les personnes racisées, LGBTQIA+, et les protéger spécifiquement lorsqu'elles sont ciblées. Reconnaître la violence numérique comme une forme de violence à part entière, pas seulement un problème de modération. Renforcer aussi la coopération publique-privée, le partage d'outils, les protocoles d'intervention rapide, l'assistance aux victimes.
La collecte de données et de recherche. Il faut des données comparables, longitudinales et intersectionnelles pour mieux comprendre l'ampleur et les trajectoires de ces violences. Et aussi, forcément des approches préventives, éduquer au numérique, transformer les normes de genre, des programmes de réhabilitation et de réintégration pour les auteurs. Pour conclure, la violence numérique contre les femmes, c'est pas un incident isolé ou anecdotique. C'est une violence de genre qui reproduit et amplifie des rapports de pouvoir déjà présents dans la vraie vie, IRL. Agir demande des mesures techniques, des lois adaptées, mais aussi une transformation culturelle profonde. Il faut élever le débat public, soutenir les victimes, former et enfin responsabiliser les plateformes. Si cet épisode t'a fait réfléchir, partage-le. Rendre visible ce phénomène est déjà une première armure pour celles et ceux qui en souffrent. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Dini pour Vision Her.